Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo assez différente des autres, hein. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, hein, du coup. Voilà, une requête, par exemple, sur ChatGPT, ça a 10 fois plus d'empreintes qu'une requête sur Google. On appelle ça intelligence artificielle. Bon, il y a le mot artificiel, mais est-ce que selon toi, on peut vraiment parler d'intelligence? Il y a aussi des drones, donc ils sont capables aujourd'hui de survoler des champs entiers pour identifier les uniques zones où il va falloir mettre un peu plus d'eau là au lieu d'arroser à tout va, par exemple. Et du coup, le chatbot me dit en fait toutes ces informations, donc les caractéristiques principales, le nombre d'espèces. Et ce que je trouve génial, c'est que mon prompt est assez long, on va aller le voir juste après. Mais c'est surtout que en fait, je peux lui demander à peu près tout ce que je veux, quoi, et puis avoir une fiche vraiment détaillée, extrêmement complète, quoi. Donc, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo assez différente des autres, hein. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, hein, du coup, avec Luc qui nous a rejoint. Voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir un expert sur le domaine de l'IA pour voir comment on va pouvoir intégrer des outils peut-être pour l'école Jardin-Forêt. Salut Luc, comment ça va? Et ça va très bien, Yali, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Salut, bah, avec plaisir. Donc tu vas peut-être te présenter, si tu veux te présenter en quelques mots pour commencer. Ouais, écoute, en quelques mots, donc moi c'est Luc Trunzler. J'ai 38 ans, j'ai trois petits garçons. Mon épouse est depuis peu permacultrice. C'est par ce biais-là notamment qu'on s'est rencontrés. Et donc, ça fait 15 ans que j'évolue dans le domaine de l'intelligence artificielle conversationnelle via deux casquettes, je dirais, même si j'en ai qu'une là actuellement sur la tête. La première casquette, donc elles ont toujours évolué en parallèle, plutôt entrepreneuriale. Donc, j'ai créé une entreprise il y a maintenant un peu plus, c'était dans les années 2009, autour des chatbots, des agents conversationnels. Donc, c'était un peu au tout début. C'était une PME sur Toulouse d'une trentaine de personnes que j'ai revendu du coup en 2020. Et depuis, je me suis associé à une autre entreprise qui s'appelle Spoon.ai, dans laquelle je suis toujours associé et qui va un peu plus loin que les chatbots, les agents conversationnels. Ils font ce qu'on appelle des avatars interactifs et expressifs de type cartoonist, c'est-à-dire pas comme toi et moi, photoréaliste. On n'est pas dans ce délire-là. On est plutôt dans un délire à essayer voilà, de parler en fait à des personnages un peu de dessin animé, pour faire simple. On va beaucoup jouer du coup sur le côté émotionnel et expérientiel. Donc, ce sont des personnages qui peuvent te voir, t'entendre, te parler, réagir à ta présence, faire du non-verbal. Tu vois, là, je me parlais avec les mains, tu me regardes, tu fais comme ça avec ta tête. Donc, on va intégrer toutes ces notions-là. Donc, j'ai voulu, voilà, avec ma première casquette dans ce domaine, au final, de l'interaction humain-machine, à travers différentes capacités, traitement automatique de langage, reconnaissance d'image, reconnaissance vocale, donc pas mal de briques d'IA. Et en parallèle, donc ma deuxième casquette, depuis 15 ans également, je suis vulgarisateur scientifique, formateur et consultant en IA. Donc là, j'interviens dans des écoles, ça va du collège au lycée en passant par des masters jusqu'à des MBA, des DBA. Et j'interviens aussi dans des entreprises pour en fait acculturer tout simplement sur qu'est-ce que aujourd'hui l'intelligence artificielle, et ce depuis 15 ans, donc ça évolue constamment, et notamment ces 2 dernières années pratiquement, parce que voilà, par rapport à la sortie notamment de ChatGPT, on va en reparler forcément. Et du coup, là, dans cette deuxième casquette, plus récemment, en termes d'actualité, et on en reparlera également, j'ai fait partie du groupe d'experts qui a eh bien, contribué à rédiger la spec AFNOR sur l'IA frugale. Donc, comment faire des IA respectueuses dans l'environnement. C'est un sujet qui me tenait à cœur. À être tant qu'être dans le sujet, autant essayer d'œuvrer pour le bien. Et à côté de ça, j'écris également actuellement un livre qui sera bientôt publié à la fin de l'année aux éditions eFirst, donc sur comment voilà, intégrer l'IA dans l'entreprise. Et j'ai également un projet de bande dessinée sur cette thématique, et également plutôt grand public hein, que juste entreprise, là, ce deuxième projet. Et l'idée étant, encore une fois, voilà, d'utiliser différents médias pour vulgariser, acculturer sur l'intelligence artificielle, parce que pour moi, la principale arme pour prendre à bras le corps cette révolution, c'est d'avoir des clés de compréhension pour que chacun puisse après développer justement son esprit critique et ne pas être trop béat ou trop craintif face à ces nouvelles technologies. Tu es dans ce domaine
de la pédagogie aussi, un peu comme ce qu'on fait. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de t'inviter. Et merci d'ailleurs d'être là. Donc effectivement, ça c'est par rapport un peu à ton parcours. Si on peut revenir un peu sur ton parcours. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi tu t'es lancé dans ce domaine. Je sais pas, il y a quelque chose qui t'a inspiré ou qui t'a dit, voilà, j'ai envie de travailler là-dedans. Et puis ensuite, voilà, tu vas nous expliquer un peu ce qu'est l'IA, et on va essayer d'appliquer ça aussi au jardin-forêt avec un petit chatbot qu'on va essayer de regarder, qu'on va regarder tout à l'heure. Et on conclura tranquillement. Donc voilà, peut-être ton déclic. Qu'est-ce Ouais. qui a fait que tu travailles là-dedans en fait? Et depuis Alors, combien de le temps? Depuis déclic, il longtemps? s'est fait. Ouais, donc c'était. Alors, moi, j'ai une formation ingénieur à la base, mais je suis beaucoup autodidacte sur tout ce qui va être développement informatique. Je fais beaucoup aussi de domotique, donc j'aime beaucoup tout ce qui va être l'automatisation, tout ce qui va être l'innovation technologique depuis tout temps. Et voilà, j'ai eu l'opportunité quand j'ai vécu 3 ans à Barcelone, de rentrer dans une start-up qui, à l'époque, faisait justement ce qu'on appelle du traitement automatique du langage, qui est une brique de l'IA, qui est ce qui permet à l'IA de comprendre et traiter le son des phrases, le langage humain, et qui a ensuite donné naissance, donc voilà, autour des années 2009, notamment pour la société que j'ai créée, au chatbot. Donc, je suis plutôt tombé un peu par hasard là-dessus. J'aurais pu travailler dans d'autres domaines technologiques, mais du moment qu'il y avait l'innovation, pour moi, c'est ce qui m'allait. Donc, je suis tombé par hasard, je dirais, dans l'IA conversationnelle, qui a pris, donc c'est beaucoup développé, et donc je suis resté en fait dans cette voie-là, tout simplement parce que ça bougeait, c'était innovant. Voilà, j'avais assez tôt installé des enceintes connectées, mais pas celles qu'on connaît, les grands publics, d'autres beaucoup plus artisanales dans ma maison, un peu à la Jarvis d'Iron Man. Donc voilà, j'ai toujours été un peu dans ces délires, et au final, l'IA conversationnelle a toujours été très présente, et donc j'y suis resté attaché. Et voilà, encore plus aujourd'hui avec l'avènement de l'IA générative et de ces agents conversationnels, je suis encore plus dedans. Donc voilà, comme j'ai maintenant plus de 15 ans d'expérience sur le sujet, je continue à capitaliser dessus. Ok. Et justement, c'est vrai que, enfin moi, ça me paraît assez compliqué comme domaine. Je sais pas, oui, il y a conversationnel, il y a plusieurs types d'IA. Mhm. Voilà, justement, est-ce que tu peux essayer de simplifier, même si ça, je pense, c'est assez complexe tout de même, Ouais, essayer de simplifier un peu ce je qu'est vous le une dis, IA. ça marche. Ouais, Ok, j'aime bien le faire avec un visuel parce que ça va m'aider. ouais, Du coup, on va commencer par une première définition, quelque chose qui est super simple. Je pense à retenir en termes de définition, c'est de voir l'IA bien comme un outil, déjà c'est important, et pas autre chose. Un outil qui, en fait, à partir d'une information, va prendre une décision, proposer une décision. Et ce qui est intéressant du coup avec cette définition qui est assez simple à retenir, c'est qu'elle nous rappelle aussi au final la définition de l'informatique. Parce que l'IA, en fait, ça remonte en effet au début de l'informatique, dès les années 40, à 1940. Ça ne remonte pas uniquement à fin 2022, qui est la date de sortie de ChatGPT. Et du coup, depuis 1940, en fait, on a connu 3 grandes phases de l'IA. Et les 3 phases que je vais vous présenter cohabitent encore aujourd'hui, bien sûr, ensemble, et elles sont complémentaires. Une première phase, toujours largement donc, utilisée, c'est ce qu'on appelle l'IA déterministe ou symbolique. On parle aussi de système expert. C'est les bons vieux langages de programmation qui sont toujours présents et qui nous permettent, de façon très déterministe, de pouvoir, sur une machine, lui, justement, définir quelles sont les décisions qu'elle doit prendre à partir d'une information. Donc, un exemple très simple, le thermostat de base, un thermostat très simple, il peut donc prendre en information la température et il peut ensuite prendre une décision que moi, je lui aurais codée. Par exemple, si c'est inférieur à 17 degrés, tu allumes le chauffage. Si c'est supérieur à 23 degrés, tu éteins le chauffage. Ça, c'est très compréhensible pour tout le monde et c'est très robuste. Et ça, c'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui pour faire voler des avions, envoyer des fusées dans l'espace. C'est vraiment du solide. Le problème avec cette IA déterministe, c'est que assez tôt, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à tout simuler sur la machine en termes de capacité cognitive et sensorielle. Ça, c'est une autre définition souvent qu'on donne de l'IA. L'IA, c'est un outil qui peut aussi imiter donc nos capacités sensorielles, comme la vue, l'ouïe, et cognitives, comme par exemple justement le traitement automatique du langage, comme j'en parlais tout à l'heure. On a par exemple vu que c'était très compliqué de faire de la reconnaissance d'image, reconnaître un chat sur une image par exemple, avec de l'IA déterministe. Arriver avec des règles à définir ce qu'est un chat, c'est très compliqué au final. Et donc on a commencé à regarder comment nous faisaient les humains, comment on fonctionnait, pour voir s'il n'y avait pas une autre façon
d'apprendre à la machine cette capacité-là. Et donc, on s'est bio-inspiré de nous. On a fait du biomimétisme. Et donc, voilà, on a commencé à creuser un peu plus le concept donc, des réseaux de neurones biologiques pour nous, qu'on a rendu du coup artificiels sur la machine pour créer du coup une deuxième phase de l'IA qui est l'IA connexionniste, prédictive, qui va donc prédire justement, par exemple, que tiens, sur cette image, il y a bien un chat, ou tiens, dans ta voix, là, je suis en train de parler, ben, il y a différents phonèmes qui pourraient derrière être retranscrits sous forme de texte, donc pour faire de la reconnaissance vocale. Et donc, on a, avec cette IA-là, qui a vraiment explosé dans les années 2010, c'est-à-dire que c'est des concepts qui remontent à Alan Turing dans les années 50, mais ça a vraiment explosé en 2010 parce que on a besoin en fait de beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul pour faire marcher ces fameux réseaux de neurones artificiels. Et il a fallu attendre du coup l'avènement du big data en 2010 et voilà, d'avoir des CPU, GPU très puissants pour le faire. Et donc, depuis 2010, on a vraiment des IA maintenant un peu partout à base donc, de réseaux de neurones artificiels. Le plus connu, qu'on pointe souvent du doigt, c'est le fameux GPS, qui est capable du coup de trouver justement la bonne route en fonction de plein de paramètres derrière qu'il va prendre en entrée, donc de prédire quelle serait la meilleure route pour arriver le plus rapidement possible à destination. Et ensuite, eh bien, à partir de fin 2017, mais surtout fin 2022, ça a explosé avec ChatGPT, l'IA générative qui est toujours à base donc, de réseaux de neurones artificiels, donc on peut aussi parler d'IA connexionniste générative, qui va non seulement prédire de la donnée, mais aussi en générer. Et générer de la donnée, ça peut être du texte, de la vidéo, du son, du code informatique. Donc c'est le grand avènement parce que, tu vois, si je montre là ces trois grandes phases de l'IA, les trois coexistent encore bien sûr ensemble. L'IA déterministe, pour pouvoir la manipuler, il fallait être un développeur, il fallait connaître le langage de programmation. L'IA prédictive, fallait être, il faut toujours aujourd'hui être un bon data scientist. C'est quelqu'un qui va savoir bien manipuler la donnée et les algorithmes de machine learning et deep learning. Par contre, l'IA générative, il suffit de bien savoir parler, de bien utiliser le langage naturel, parce qu'on l'a plus ou moins tous testé. Il faut donc juste parler, c'est des prompts, des instructions qu'on va donner en langage naturel pour derrière générer une image, générer un son, générer un texte ou même générer un code informatique. Donc cette IA est beaucoup plus accessible que les précédentes. Et c'est ce qui en a fait le grand buzz depuis maintenant bientôt 2 ans, parce qu'elle est très accessible et du coup facilement accessible, je me répète, par rapport à tout utilisateur. Donc ça, c'est la définition. Et si tu veux, je veux bien finir avec les limites et les risques, sauf si tu avais une question là que tu voulais éclaircir. Non, c'était juste pour... effectivement, j'ai bien aimé le biomimétisme, on s'est inspiré de l'humain. Parce que dans les jardins-forêts, on s'inspire en fait des forêts, des espaces naturels. Pour recréer des espaces un peu similaires, etc. Et là, ce que je comprends un peu, c'est qu'en fait, l'humain essaie de reproduire un peu le cerveau finalement humain et le mettre en forme Dans de... une machine, oui. Ok. Alors, ça marche beaucoup moins bien que nous. C'est parce que dans le sens où on ne sait pas encore exactement comment fonctionne bien notre cerveau. Quand on arrivera à mieux comprendre encore comment fonctionne notre cerveau, on pourra être encore plus performant sur le plan notamment artificiel. Mais en effet, le biomimétisme est souvent une réponse à beaucoup de problématiques. Ah, du coup, les recherches sur le cerveau et l'intelligence artificielle sont liées, Ils quoi, sont peut-être. extrêmement liés, exactement. Ok. Ils sont extrêmement liés. Et donc, moi, ce que j'aime bien mettre en avant, parce que la puissance de ces outils, on est tous, je pense, conscients. Par contre, on n'est pas souvent conscient des limites et des risques. Et donc, j'aime bien mettre en miroir, là, c'est un triple miroir, ces trois IA. Donc, sur l'IA déterministe, au final, il n'y a pas beaucoup de risques. Il y a une principale limite. En fait, on a vu, c'est des modèles qui sont très robustes, très prévisibles. Donc, ça, on aime bien. Ils ont un ratio finance-coût énergétique qui est assez bon. Mais la principale limite, au final, c'est qu'on ne va pas pouvoir justement simuler toutes les capacités cognitives et sensorielles humaines avec cette IA-là. Avec notre déterminisme, avec notre logique, on a vu, on se heurte à des murs. L'IA prédictive, elle, en contrepartie, a cette capacité, c'est pour ça que je dis qu'elle est plus puissante, de pouvoir simuler reconnaissance d'image, reconnaissance vocale, c'est notre oreille, traitement automatique du langage, donc ça va être la compréhension du sens, synthèse vocale avec de la prosodie, etc., navigation autonome, etc. Par contre, ça arrive malheureusement avec son lot de risques et de limites. Donc il y a un premier sujet, on va en reparler longuement tout à l'heure, c'est le coût énergétique. Il y a un coût financier, mais nous, ce qui va nous intéresser forcément, c'est le coût énergétique. C'est très coûteux en énergie d'entraîner des modèles d'IA et de les faire tourner.
C'est également difficilement explicable. On est sur des réseaux de neurones. Donc, ce n'est pas comme un langage de programmation, comme tout à l'heure avec mon thermostat, où si la température elle est comme ça, tu fais ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai comme un cerveau humain, au final, donc plein de réseaux. Donc, je ne peux pas comprendre pourquoi, par exemple, toi, tu dirais telle chose à partir de telle information que tu recevrais. Tu vois, si je prends un microscope, que je regarde ton cerveau, je serais incapable d'expliquer ton raisonnement. Et bien là, c'est pareil avec les réseaux de neurones artificiels. Je ne sais pas pourquoi, des fois, la machine a pris telle décision à partir de telle information. Là, des fois, ça peut poser des soucis, notamment sur des systèmes critiques. Et le plus gros souci aujourd'hui avec ces IA prédictives et l'IA générative, on le verra, a hérité également de ce souci-là, c'est ce qu'on appelle les biais d'apprentissage. C'est-à-dire que ces modèles-là, ils apprennent le monde à travers des toutes petites fenêtres. Quand on apprend, par exemple, à une IA à reconnaître une image de chien, on lui montrait que des images de chiens. Donc, toute sa vie, elle aura vu, entre guillemets, que des images de chiens. Du coup, forcément, elle va être biaisée si jamais je sors un peu de ces sentiers battus. Si je montre un chien qu'elle n'a jamais vu ou un chien qui est pas sur le sol, mais qui est dans les airs et qu'elle n'a jamais vu de ciel dans les airs, pour elle, ce ne sera pas un chien. Parce que même si pour nous aussi, c'est évident, c'est un chien, le fait qu'il ne touche pas le sol, ce ne sera pas un chien. Et donc, il y a beaucoup de problématiques autour des biais. C'est souvent des biais notamment discriminants qui sont problématiques, où en fait, on montre à la machine juste une portion de la population et pas toutes les populations, notamment les minorités, qui ensuite, du coup, peuvent être discriminées par rapport à la machine. Et enfin, donc l'IA générative, on est sur quelque chose d'encore plus puissant, parce qu'on peut non seulement prédire, mais générer de la donnée, mais du coup, on a encore plus de limites et de risques qui sont hérités de la précédente phase. Les coûts énergétiques, ils ont explosé avec l'IA générative par rapport déjà à l'IA prédictive. On va en reparler. C'est encore plus difficilement explicable parce que c'est des réseaux de neurones encore plus profonds. Les biais d'apprentissage sont toujours malheureusement présents. Et on a deux autres problématiques qui ont été intégrées en plus. Il y a les hallucinations. Donc, c'est le fait que ces modèles, des fois, poussent des réponses qui paraissent très convaincantes, très affirmatives, mais qui sont fausses. Mais du coup, si on n'a pas l'expertise, on ne va pas pouvoir derrière déceler justement que non, il est en train d'halluciner. Donc, si on n'a pas d'expertise sur un sujet qu'on questionne, c'est dangereux. Et il y a un sujet aussi de la sécurité, de la propriété intellectuelle, parce que ces modèles ont besoin de beaucoup de données. Donc, dès qu'ils peuvent prendre de la donnée, que ce soit vos questions que vous allez leur poser ou que ce soit des données qui sont capturées sur Internet pour entraîner leur modèle, ils ne vont pas malheureusement s'en priver. Et donc, il faut être très vigilant quand on manipule ces objets-là. Parce que ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, à ChatGPT, si on n'a pas modifié ses paramètres de confidentialité en conséquence, ma conversation pourrait tomber demain dans le domaine public et toi, peut-être en discutant avec lui demain, tu pourrais retrouver des éléments de mes conversations. Voilà un peu les risques et limites. C'est important de conscientiser quand on utilise ces nouveaux outils. C'est puissant, mais voilà, il y a aussi encore plus, malheureusement, de points de vigilance à avoir. Ok. Est-ce qu'il y a des choses pour parer à ces risques qui ont été mis en place? Alors, sur l'impact écologique, on va en reparler. Sur le côté explicabilité, il y a beaucoup de recherches sur le sujet, mais c'est très compliqué. Sur les biais d'apprentissage, donc aujourd'hui, comment ça se passe si je fais ce geste-là, c'est que ce que fait des sociétés comme OpenAI, derrière ChatGPT, c'est de la modération à taille humaine. C'est-à-dire que comme ils ont pris tout le web, il y a plein de choses qui sont biaisées, bien sûr, dans le web. Il y a aussi des choses qu'on n'a pas envie de voir, par exemple des positions politiques trop fortes, des positions religieuses trop fortes. Et donc, il y a des gens toute la journée, c'est les fameuses usines de clics humaines, qui sont là et qui essayent justement d'éduquer, je dirais, le modèle ou de le museler sur certains sujets. Après, c'est fait avec une éthique californienne, parce que c'est principalement des modèles californiens qu'on utilise aujourd'hui, à l'exception peut-être de Mistral, qui est donc un grand fournisseur d'IA, mais français. Et donc, oui, il y a des solutions, mais ça implique derrière d'avoir aussi une bonne éthique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éthique. L'éthique n'est pas universelle, ça dépend des pays, ça dépend les cultures. Mais en tout cas, il y a des leviers et il y a des améliorations quand même qui sont apportées sur le sujet. Sur le sujet de l'hallucination, malheureusement, ces modèles hallucineront toujours. Alors, ça diminue avec l'évolution des technologies, heureusement, mais le risque zéro n'existe pas. On est sur des modèles probabilistes. Il y a toujours une probabilité, malheureusement, pour avoir une réponse qui sera hallucinante. Il y a des leviers. Essayer de le faire réfléchir que sur une petite base de connaissances, par exemple, et pas tout le web. Et aussi le fait de, tout simplement, bien développer, nous, en tant qu'utilisateurs, notre esprit critique sur le sujet qu'on questionne. Et enfin, sur le sujet de la propriété intellectuelle, il y a une nouvelle réglementation européenne là, qui est entrée en vigueur et qui sera beaucoup plus présente, notamment à partir de 2026, qui est l'IA Act,
qui vise à justement forcer tous ces grands fournisseurs d'IA à donner plus de transparence sur leurs données d'entraînement pour permettre notamment aux auteurs d'avoir un peu plus de levier derrière pour demander des rétributions financières, par exemple, si on se rend compte que mes données, elles ont été utilisées dans ton modèle et j'ai pas eu de contrepartie. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais ça sera quand même aussi une bataille qui sera compliquée. Ok, super, super intéressant. Par rapport à l'hallucination, je me disais, oui, il peut y avoir aussi des humains, j'imagine, des fois qu'hallucinent sur des trucs aussi, hein, finalement. Ah, tout à fait. La Hein, vérité, on l'a pas non plus, donc... c'est une très bonne remarque. J'avais participé à une conférence où c'était un peu le titre, hein, est-ce qu'on peut avoir confiance aux IA? Et la réponse était, est-ce qu'on peut avoir confiance aux humains? L'IA est le miroir de notre société. Donc, voilà. Ouais, ça questionne pas mal. Justement, ça questionne pas mal sur la comparaison entre l'humain et l'IA, cette forme d'intelligence, parce qu'on appelle ça intelligence artificielle. Bon, il y a le mot artificiel, mais est-ce que selon toi, on peut vraiment parler d'intelligence? Parce que tu nous expliquais que c'est quand même un outil Oui. plus qu'autre chose, quoi, Oui, finalement. qu'autre chose. Ouais. C'est vrai que le terme IA, donc, il a été inventé en 1956. C'était lors d'une conférence au collège de Dartmouth, si ma mémoire est bonne. Et c'était des mathématiciens, surtout à l'époque, et c'était le début de l'informatique. Donc, comme ils cherchaient à lever des fonds pour développer cette nouvelle science, ils ont essayé de trouver, eux-mêmes l'avouent, hein, un terme un peu marketing qui marche bien. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est Ok. toujours un terme très, très marketing, très, en effet, voilà, comment dire, qui Qui peut être fait très rêver, confusant quoi. Qui également, fait rêver aussi, peut-être un qui fait peu. rêver, qui crée des fantasmes, mais voilà, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Ce qu'on pousse notamment dans les différentes ISO, quand on parle d'IA notamment, on préfère utiliser le terme, mais on ne va pas changer les habitudes, on va continuer à parler d'IA, mais le terme qu'on essaie de pousser, c'est SIA, pour système d'intelligence artificielle. Et le fait de rajouter le système, c'est comme le outil de tout à l'heure, ça permet d'essayer de désanthropomorphiser un peu ce concept qui peut en effet beaucoup alimenter les fantasmes. Mais bon, si on se concentre aussi sur le terme intelligence, il y a l'intelligence, c'est très multiple au final. On peut être très intelligent un lundi matin sur un sujet parce qu'on est en forme, parce que toutes les conditions sont réunies, et sur le même sujet le lendemain, être complètement bête. Donc, c'est pas évident, notamment la notion d'intelligence. Il y a quelqu'un qui a essayé de se pencher, plusieurs personnes bien sûr, sur le sujet. Une que j'avais notée, j'ai ouvert la page Wikipédia là, sous les yeux, c'était Howard Gardner. Qui est donc à l'origine d'un concept autour des intelligences multiples. Lui, il propose 9 intelligences. Alors, c'est quelque chose qui a été aussi critiqué hein, comme modèle, parce que dès qu'on veut mettre des cases, forcément, il n'y a pas tout qui rentre toujours dedans. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Je te propose de les lister, ces 9 intelligences, et on va essayer pour chacune de voir est-ce qu'aujourd'hui l'IA est capable de faire ça ou pas. Et ça nous permettra de voir en effet si elle peut nous égaler, en quelque sorte, sur nos intelligences multiples humaines. Super. Donc la première qui pointe du doigt, notre ami Edward, c'est l'intelligence linguistique, qui qualifie comme étant la capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de sens. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ChatGPT est capable de comprendre les mots Ouais. et les nuances de sens. Ouais, tout à fait, ouais. On valide Ça, celle-ci. c'est validé. Clac, on coche. Ok. Intelligence logico-mathématique. C'est donc la capacité de pouvoir manipuler les nombres et de résoudre des problèmes logiques. Donc ça, depuis déjà, donc je le disais, il y a des déterministes, c'est des choses qu'on sait faire. Si on connaît un théorème, si on sait l'expliquer, si on sait le mettre à plat, on peut le donner du coup à de l'IA sur des IA déterministes. Les IA connexionnistes prédictives et génératives aujourd'hui sont très mauvaises sur les calculs parce que justement c'est de la probabilité. 1 plus 1, c'est jamais forcément égal à 2, ça peut être égal à 1,98 ou 2,001. Mais pour le coup, les IA déterministes, elles sont depuis la naissance de l'informatique très pertinente. Donc la logico-mathématique, je la validerai. Ouais, tout à fait. Et aussi dans le sens où, en fait, il calcule plus vite que nous, quoi. Oui. Dès la calculatrice, dès la bonne vieille Ouais, Casio voilà. qu'on avait au collège, Donc, bon, à c'était partir déjà de là, on a plié. perdu, quoi. C'était déjà plié. L'intelligence spatiale, qui est donc la capacité de trouver son chemin dans un environnement donné et d'établir des relations entre les objets dans l'espace. Ça, c'est plus par rapport aux robots, etc., ou Ouais. aux trucs qui repèrent un C'est peu les... la navigation autonome
tu vois. Donc aujourd'hui, les drones ou les voitures ou même dans les entrepôts Amazon, pour citer le diable, et c'est des choses aujourd'hui, moi, je dirais, qui sont en bonne partie validées. Ouais, bah oui, oui. Ou les aspirateurs autonomes, voilà, je crois, Ouais, c'est tout à encore fait. plus commun. Ouais. Ensuite, on a l'intelligence intrapersonnelle. Alors, je regarde, parce que c'est assez long. La capacité de se comprendre soi-même. Bah pareil, si tu lui donnes des instructions sur ce qu'il est, etc. Ouais, je sais pas. Voilà. Donc, ouais, là, c'est vrai qu'il y a une nuance, Mm. c'est-à-dire que voilà, ça fait appel un peu au fantasme autour de la conscience. La conscience, c'est souvent cette capacité innée, justement, de sa connaissance de soi-même. Et qu'après on va se construire par soi-même, mais sans qu'on ait eu besoin de nous injecter, comme tu le dis, voilà, un bout de code en disant tu es, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, tu es un assistant, tu vas parler avec un humain. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait dire que celle-là, allez, il n'a pas forcément, s'il n'y a pas l'homme qui vient et qui lui injecte des instructions à partir desquelles il va pouvoir en effet avoir cette capacité de se comprendre parce qu'on lui aura expliqué. Mais dans l'idée, je pense, de Ward, parce que c'est pas vieux, c'est pas jeune, hein, c'est 1983. Voilà, je pense pas qu'à l'époque, il avait forcément projeté ça. Ouais. Donc là, on va dire que ça, il n'a pas. Ouais. Petite croix, crac. Ouais, petite croix. Après, on a l'intelligence interpersonnelle. C'est la capacité de comprendre les autres, de communiquer avec eux et d'anticiper l'apparition d'un comportement. Ouais, pas. Bah oui. Moi, je dirais qu'il peut l'avoir. J'ai S'il pas a trop en effet d'exemples là en tête, les mais. clés de compréhension d'un humain, tu vois, si un humain il sourit ou alors ça dépend aussi des cultures peut-être, mais en fonction aujourd'hui on sait faire de la reconnaissance faciale et d'expression faciale et on connaît des règles et on sait définir ça. Et donc je pense qu'on peut en effet partir sur la capacité d'une IA à pouvoir avoir justement des bonnes qualités interpersonnelles, de communication interpersonnelle avec une. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'exemples aujourd'hui, mais pour moi, on a quand même les briques aujourd'hui à portée de main pour le faire assez rapidement. Ouais, c'est une question de temps, quoi. Voilà. Alors, il en reste encore 4. L'intelligence corporelle kinesthésique. Donc ça, c'est la capacité de pouvoir utiliser le contrôle fin des mouvements d'un corps dans des activités comme le sport et la danse. Là, c'est pareil, hein, on est au niveau des robots, etc. Là, je sais pas quelle avancée on en est sur ce Alors, il y a sujet-là. souvent des vidéos qui tournent sur des robots qui dansent. Donc aujourd'hui, pareil, c'est des sujets en tout cas qu'on arrive à toucher. Aujourd'hui, en effet, je crois qu'il y a eu une vidéo il y a pas longtemps d'un robot qui ne court pas aussi vite que Usain Bolt, mais qui courait quand même assez bien sur un terrain accidenté. On a vu aussi les fameux chiens robots Ouais, ce que qui j'allais peuvent dire, l'armée, tout facilement ça, je ouais. pense à des trucs Il y bien a quand même avancés, quoi. il y a quand même des belles avancées. Mm. Voilà. J'ai vu des robots aussi qui savaient peindre ou qui savaient faire des Ah ouais, pizzas. ok. Donc, Ok. Qui jardine, bah oui, alors, remarque, on a les robots pour les robots de jardin, etc., de tondeuse. ouais. Ouais, il y a plein de On a trucs. oui, ou qui récoltent le Ouais, raisin. Ouais. ouais, ouais. L'intelligence musicale, qui constitue la capacité à percevoir et créer des rythmes et des mélodies. Bah ça y est, on y est, hein, pareil, Ouais. hein. Il y a Il y des outils qui font ça. a un Donc, outil qui ouais. s'appelle Sumos. Alors, je ne l'ai pas trop testé. On a beaucoup parlé. Ok. Je regarde si ça. Je n'ai plus forcément le terme exact, mais qui était assez bluffant en termes de capacité justement d'intelligence musicale. Et on finit avec les deux derniers, là, ce qui va t'intéresser, c'est l'intelligence naturaliste. Ah. Et donc, c'est l'intelligence qui permet d'être sensible à ce qui est vivant ou de comprendre l'environnement dans lequel l'homme évolue, cette capacité d'apprécier, de reconnaître, de classer la faune, la flore, le monde minéral. Voilà. Ah. Ouais, c'est dans les neuf de Ouais, l'intelligence. en fait, apparemment, il a rajouté 10 ans après. Il a dit, tiens, il en manque une, je vais rajouter celle-là. Et puis, il a aussi la suivante. Ouais. Ok. Je sais pas. Oui, bah oui, j'imagine il peut identifier la flore, etc. Du moment qu'il peut reconnaître un peu les choses dans son espace. Ouais. Après, il y a juste une nuance qui dit la capacité d'apprécier. Donc ça, voilà, il y a Ah, peut-être un petit côté émotionnel, sensoriel, qui là, en effet, on pourrait le challenger. En effet, il peut avoir bien sûr la connaissance de la faune, la flore, mais est-ce qu'il a cette capacité d'apprécier un coucher de soleil? Ça, en effet, bon, peut-être pas. ouais, c'est ça, on en revient un peu au On peut truc l'évaluer, d'émotion, de sentiments et de conscience. C'est un peu qui est les lié à la trucs qu'il a conscience. pas, quoi.
Et la toute dernière intelligence existentielle, donc qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? L'aptitude à se situer par rapport aux limites cosmiques, l'infiniment grand, l'infiniment petit, ou d'édicter des règles ou des comportements en rapport au domaine de la vie. Donc ça, c'est ça. C'est en lien aussi avec la religion, parce que c'est aussi une intelligence spirituelle. Donc là, pareil, c'est un sujet pour moi de connaissance. Il peut avoir mangé toute la Bible, par exemple, ou justement tout ce qui concerne l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc il peut avoir pour moi cette capacité à se situer par rapport à justement ces limites cosmiques, comme le précise. D'accord. Là, moi, je la validerai aussi. Ok. Voilà. Ok. Donc il y en aurait deux qui n'y seront, Ouais, qui ce n'y serait seraient pas. lié au final à la conscience, à l'émotion, au final. Ou là, il n'y est pas. Mais du coup, tu vois, il y en a beaucoup. Il y en a Là, oui, beaucoup. il y est. Ouais, il y en a beaucoup, carrément. Oui, il y est. Et il y en a même, je pense, qui dépassent de haut l'humain, quoi. Enfin, je pense à Oui, tout ce qui est ben sur, calcul, oui, tout à fait. rapidité d'exécution, etc. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'était intéressant de comparer un peu. De mettre un peu plus de précision sur le terme intelligence, hmm, qui est quand même très, très c'est vague. ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et il n'y a pas, je suis étonné parce qu'il n'y a pas. Alors, c'est Idriss Aberkane, peut-être que tu connais, je sais pas, mais qui avait fait une conférence. J'avais trouvé son point de vue sur l'intelligence assez intelligente. C'est que ça dépend aussi beaucoup de nos choix, en fait, de la prise de décision. Pour moi, l'intelligence, ça peut être un peu ça aussi, dans le choix de prendre les bonnes ou les mauvaises décisions. Oui. Et ça, voilà, l'IA, est-ce qu'elle est capable de prendre des décisions bonnes, même si ça ne veut pas dire, voilà, il n'y a pas de Ça règles, mais... dépend, ouais, ça va dépendre de la morale, les fameux clics, Mm. l'éthique qu'on lui a donnée, Ouais. pour qu'elle puisse en effet déceler le bon du mauvais, mais selon une éthique d'une entreprise aujourd'hui. Mm. Donc, parce qu'on peut avoir des fantasmes, un Terminator, machin, un truc qui prend qui prend le dessus sur l'humain. Est-ce que ça, c'est un truc de film ou est-ce que c'est un truc qui peut se réaliser selon toi? Alors ça, du coup, ouais, c'est lié, je pense, à cette fameuse intelligence intrapersonnelle où il prend conscience de lui et que, ben voilà, pour sauver la planète, il faut tuer l'humain. Et, lui, il a juste besoin de panneaux solaires et voilà. Et du coup, c'est en lien avec la conscience. Et ce sujet de la conscience, ça peut arriver demain, comme ça peut jamais arriver. Parce que Ouais, il j'aime n'y a bien aucune répondre. certitude, Aucune on sait certitude. pas quoi. Non, aujourd'hui, toutes les grandes révolutions technologiques qu'on a eues, une très grande partie, c'était par des essais-erreurs, je dirais, un peu en mode laboratoire. Donc peut-être quand on regarde, par exemple, comment aujourd'hui un algorithme génère une image, comme il a appris à générer une image, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il apprend en gros à générer des images en débruitant des images. C'est-à-dire qu'on lui donne des images qui sont bruitées et il apprend à les débruiter. En fait, c'est comme ça un peu le concept d'apprentissage. Et en fait, c'est complètement contre-intuitif. Mais voilà, c'est ce qui marche aujourd'hui. Midjourney, etc., repose sur ce type de modèle. Mais c'était voilà, un jour, un scientifique, pouf, il a testé plein de choses et ça a plutôt bien marché. Puis il a creusé dans ce sens-là. Et il a mis bien sûr sa logique dedans. C'était pas que du pif, mais c'était quand même initialement quand même des essais-erreurs. Donc peut-être qu'actuellement, quelqu'un, je sais pas, dans le laboratoire, va arriver et pouf, il va déclencher quelque chose qui fait que, oui, tiens, c'est marrant, quand je fais ça, il y a une forme de conscience peut-être qui se développe de façon vraiment intuitive et innée. D'accord. Intéressant. Ok, super. Bah, on a fait, je pense, le tour un peu, je sais pas, sauf si tu veux rajouter autre chose sur la comparaison On est humain. bon, ouais. Et ensuite, un autre volet aussi qui me semble important d'aborder sur l'IA, c'est son impact. Et j'avais vu pareil aussi une interview de quelqu'un qui expliquait l'Internet, la consommation d'Internet, et que c'est vrai pour nous, Internet, c'est abstrait, quoi. T'envoies un message à quelqu'un. Bah voilà, enfin, on sait pas quoi, c'est assez vide. Alors qu'en fait, il y a tout un réseau, notamment des câbles qui passent sous la mer pour que ta donnée elle puisse être envoyée dans des serveurs, etc., que ça revienne jusqu'au téléphone du destinataire. Mhm. Et en fait, tout ça c'est matériel, quoi. Il y a des câbles, il y a des machines, Ouais, etc. Alors que nous, on n'a pas tellement conscience de ça. c'est vrai. Et je pense que l'IA, c'est un peu le même délire, quoi. On tape sur notre truc, mais on n'a pas conscience de ce qu'il y a derrière et de l'impact que ça peut avoir, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu aurais des infos par rapport à ça? Oui, alors c'est vrai que le numérique, pour donner un ordre d'idée, alors les chiffres, ils sont toujours compliqués à donner, mais il faut savoir qu'on est au-delà, pour donner une idée de la consommation, enfin de l'empreinte carbone, on va plutôt parler de ça, du secteur aéronautique. Donc on pointe souvent du doigt l'aéronautique, mais il faut savoir que le numérique pèse plus lourd et il se développe plus rapidement que l'aéronautique. Donc ça, c'est le point négatif.
Parce que l'IA, en effet, demande énormément d'énergie, énormément de puissance de calcul pour fonctionner, tous ces réseaux de neurones là. Et du coup, aujourd'hui, ben, on l'utilise de plus en plus, ces outils-là, parce qu'on voit en effet que c'est assez puissant. Mais voilà, une requête, par exemple, sur ChatGPT, ça a 10 fois plus d'empreintes qu'une requête sur Google, qui avait déjà une certaine empreinte. Donc bon, c'est 10 fois plus, mais c'est aussi beaucoup plus puissant que Google. C'est ça, voilà, peut-être qu'il faut. Alors, je sais pas s'il faut 10 requêtes Google pour arriver au même résultat que ChatGPT, mais voilà, il y aura peut-être pas le rapport 10 directement, mais c'est quand même voilà, un chiffre qui est intéressant à garder en tête. Donc, si vous avez besoin de connaître la météo, ne le demandez pas à ChatGPT concrètement. Ouais. Demandez-le encore à notre bon vieux Google, qui est quand même beaucoup moins énergivore. Donc, il y a en effet un sujet clairement autour des IA, qui sont celles qui justement boostent beaucoup, malheureusement dans le mauvais sens, l'impact du numérique. Il faut savoir que les grands fournisseurs, Microsoft, Google, ont cet objectif de neutralité carbone d'ici 2030 et leur plan, justement pour y arriver, il a pris un grand coup dans l'aile à partir donc, de fin 2022 parce que justement, l'IA générative est arrivée, il fallait rester dans la compétition. C'était comme à l'époque pour la conquête spatiale, hein, on n'a pas trop regardé l'empreinte carbone, il faut être le premier. Donc aujourd'hui, il y a une course, malheureusement, à l'armement sur le sujet. Et le sujet de la frugalité n'est pas le premier sujet. Alors ça, c'était un discours notamment que je maintenais haut et fort encore il y a encore peut-être 6 mois, mais ça bouge très vite, mais que je tenais régulièrement depuis fin 2022. Mais ce qui se passe quand même depuis quelques temps, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience généralisée. Et il y a aussi un lien entre le portefeuille et l'empreinte carbone. C'est-à-dire que plus le modèle va consommer de l'énergie, plus ça va coûter également de l'argent. Et ces grands fournisseurs sont quand même aujourd'hui en quête de rentabilité, mine de rien, pour également satisfaire les investisseurs. OpenAI, la société derrière ChatGPT, annonce là pour fin 2024 une perte de 5 milliards de dollars. Perte. Bon, ils ont fait une levée de 6,5 milliards pour essayer de la compenser, mais voilà, ils ont un besoin fort justement de rentabilité et ça passe notamment par la frugalité. Le tout dernier modèle, enfin l'avant-dernier modèle qu'ils ont sorti, le 4O, ils ont commencé à le mettre justement accessible gratuitement parce qu'il était aussi beaucoup moins énergivore que la version 3.5. Il est 2 fois moins énergivore. Donc, ils arrivent à faire des efforts, à avoir des modèles plus puissants mais moins énergivores. Donc, c'est tout le concept notamment de ce qu'on appelle l'IA frugale. Et en Europe et en France, on est vraiment des champions mondiaux, notamment sur le sujet. En Europe, par exemple, notre supercalculateur le plus puissant, c'est l'UMI. Il est en Finlande. Il est 100% alimenté par de l'hydraulique. Et la chaleur qui est dégagée, normalement, on met de l'eau pour le refroidir. Là, ils ne mettent pas de l'eau, ils l'envoient dans les villages aux alentours parce qu'on est en Finlande. En France, on a été les premiers à sortir donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, la spec sur l'IA frugale, qui est du coup un premier pas sur une normalisation, sur comment demain on devrait justement faire des IA, donc respectueuses de l'environnement. On a mis en place plus de 31 bonnes pratiques pour ce faire. C'est quelque chose qui est poussé actuellement à l'Europe, qui va être poussé notamment dans l'IA Act. L'IA Act nous impose, c'est l'article 40, à tout fournisseur d'IA de montrer patte blanche sur comment on a mis en place justement des bonnes pratiques pour réduire l'empreinte environnementale de nos IA. Donc petit à petit, avec tous ces objectifs de 2030 aussi sur la neutralité carbone de tous ces grands comptes, on va, je pense et j'espère, quand même arriver à avoir un levier beaucoup plus important pour le coup que l'aéronautique pour justement réduire ces impacts-là. Donc c'est un impact plus fort que l'aéronautique, mais avec des leviers beaucoup plus rapides, je pense, pour justement réduire cet impact-là. Ok. Ouais, donc il y a encore des progrès à faire pour réduire tout ça, l'impact. Ouais, parce que c'est un coût aussi financier, donc là, ça motive aussi C'est un motif, ouais. les acteurs, C'est pas la base, mais malheureusement. Mais heureusement, ça rentre ouais, ça a le mérite dans- au moins de motiver à aller dans quelque chose qui se consomme moins, quoi. Ouais, donc c'est sûr. Et un sujet, ouais, aussi, pardon, parce que je parlais de l'aéronautique. Donc, c'est un pharmacant, l'IA, comme on dit, un pharmacant, donc c'est à la fois un poison et un remède. Donc, c'est un poison pour la planète, mais qu'on essaie, on l'a vu à travers différentes approches de le réduire, mais ça peut être aussi un remède, dans le sens où, grâce justement à ces capacités-là, on peut avoir plusieurs leviers. Hein. On le sait à travers les vues satellitaires, par exemple, il y a plein de choses qu'on arrive à observer sur l'environnement et à prédire. Même dans l'aéronautique, c'est un levier pour réduire. Par exemple, il y a une entreprise sur Toulouse qui s'appelle Open Airline qui a réussi aujourd'hui avec des algorithmes d'IA à réduire justement la consommation de kérosène des avions à partir donc de pleines données. Et aujourd'hui, ils ont plus ou moins réduit l'équivalent de tout ce que produit en CO2 le parc automobile toulousain. Donc eux, ils ont un bilan énergétique, cette boîte-là, même avec leur système d'IA qui consomme de l'énergie, un bilan global qui est positif quand on fait le bilan d'impact. Ouais, Donc, il y a aussi, il y a pas que du négatif.
Il n'y a pas que négatif, ça peut être aussi un remède Mm. pour différents leviers sur le développement durable. Presque, il faudrait analyser l'impact global euh, des entreprises ou quoi, et avec l'IA, enfin voilà, essayer de faire un ratio Oui, mondial. Je sais pas si ça existe ou si ce genre de truc, mais ça peut donner une idée. Moi, j'avais vu au cinéma, je crois. Alors, c'était. Bah, il y a tout ce qui est ouais, il y a génératif, je pense, pour créer des images, etc., qui évite aussi des tournages ou d'aller à l'autre bout du monde pour également, oui. tourner, qui fait que ça fait économiser aussi en carburant, Il etc. faut, c'est t'as raison, il faut à chaque fois faire le global. Tu vois, si moi je fais une poésie parce que j'ai besoin de faire une poésie, ça me prend 5 minutes. Mais aussi, ben, si il y a l'IA, ok, je vais donc consommer de l'énergie. Mais s'il me faut 2 jours pour la faire, parce que voilà, avec des papiers, puis moi, j'aimais aussi du CO2 en tant qu'humain, voilà, c'est intéressant des fois de faire des comparaisons en intégrant toutes les variables et pas en se focalisant uniquement sur le système d'intelligence artificielle. Ok. Et tu as des exemples de ce style d'entreprise qui sont dans une démarche d'utiliser l'IA, parce que là, on va basculer sur l'IA dans le jardin-forêt, le petit GPT que j'ai créé là. Est-ce que tu aurais des exemples de ce style? Ah ben, il y a Toulouse, il y en a plusieurs des exemples. Si on reste local, il y a Escalquens, les fameux, donc on parlait tout à l'heure de robots agricoles Mhm. qui vont être dans cette capacité. Donc ils ont un coût, en effet, une empreinte carbone au tout début pour la construction, bien entendu. Mais après, voilà, ça va être des robots qui fonctionnent au solaire et qui vont être dans cette capacité, justement, de faciliter le travail dans des champs pour éviter l'utilisation de pesticides. Et donc là, l'idée, voilà, c'est de permettre justement, parce qu'il y a malheureusement des problèmes de manœuvre aujourd'hui, de pouvoir pallier à ce problème de manœuvre sans derrière, voilà, rajouter donc des pesticides. Il y a aussi des drones, donc ils sont capables aujourd'hui de survoler des champs entiers pour identifier les uniques zones où il va falloir mettre un peu plus d'eau là au lieu d'arroser à tout va, par exemple, ou de mettre un peu plus d'engrais uniquement dans cette zone-là et éviter du gaspillage. Donc il y a en effet voilà, des capacités, ça c'est des entreprises qui sont sur Toulouse, je ne les ai pas citées, mais elles sont sur Toulouse et qui sont dans cette capacité d'avoir au final, voilà, des bilans d'impact qui sont positifs, même s'ils utilisent d'ailleurs de l'IA. Ok. Ouais, bah, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que du coup, ça fait appel à l'imagination un peu, à essayer de créer de nouvelles choses qui aient un impact le plus positif quoi, pour la planète, quoi. C'est ça que je trouve cool. L'éducation. Donc moi, ce que j'ai pensé faire, c'est faire des petits chatbots. En essayant de garder le positif, on va dire. Donc il y en a un que j'ai créé, qu'on va aller voir. Donc dans l'idée, en fait, que les gens puissent avoir des informations sur des plantes, mais aussi pour faire justement découvrir des plantes qui sont pas forcément connues, etc. Pour en fait qu'il y ait plus de biodiversité dans les jardins, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup de monoculture, etc. Et donc si un petit bot peut donner des bonnes pratiques, vous conseiller sur les meilleures plantes à choisir, des plantes que vous connaissez peut-être pas, bah, ça aura peut-être pour but de créer plus de jardins avec plus de biodiversité. Dans l'idée, ce chatbot puisse créer des bases de données de plantes, etc. Donc c'est un peu l'idée. Super. Et ça amène aussi la question de l'IA dans l'éducation. J'imagine que ça peut être intéressant aussi pour accompagner les étudiants, peut-être pour personnaliser un accompagnement plus personnel justement à Oui, l'apprenant plutôt qu'avoir un seul étudiant qui essaie d'apprendre à tout le monde. tout à fait. Voilà, c'est des pistes. Je sais pas si tu as des retours par rapport à ça, juste avant qu'on aille se mettre en partage Sur, d'écran. sur l'éducation, moi j'interviens donc à la fois dans des masters, mais aussi auprès d'enseignants dans des lycées. Alors je vais prendre plutôt ce deuxième exemple, même si les deux se recoupent pas mal. Donc ils sont beaucoup en effet de challenger nos enseignants aujourd'hui à l'ère de ChatGPT, parce que la population qui a le plus massivement et rapidement adopté ces nouveaux assistants, ce sont en effet les étudiants, et ils le font à une vitesse fulgurante et avec une aisance fulgurante également, parce que nous, on a été câblés pendant des années quand même à l'usage à la Google avec des mots-clés. Eux, ils sont beaucoup plus du coup dans le langage naturel et c'est ça également qui fait qu'ils sont beaucoup plus à l'aise au final avec ces assistants. Ah Et ouais. du coup, en effet, ouais. Et on est un peu à nouveau comme à l'époque, j'aime bien faire ce comparatif. À l'époque, quand moi je suis rentré dans le monde du travail, ma génération, c'était la génération Facebook. On apprenait aux anciens à utiliser Facebook. Aujourd'hui, les jeunes apprennent aux anciens
à utiliser ChatGPT. On est sur ce reverse mentoring. Et du coup, les enseignants doivent prendre à bras le corps ce nouveau sujet. Et aujourd'hui, ce qui remonte souvent dans les réflexions, c'est un peu ce que tu as dit, hein, c'est l'opportunité au final, avec ces outils, de personnaliser pour les étudiants justement les exercices, les cours, par rapport à chaque du coup profil, de pouvoir aussi développer au final l'esprit critique. Souvent, une bonne pratique qui se passe de plus en plus aujourd'hui dans les classes au lycée, c'est le prof. Alors, c'est pas très répandu comme pratique, mais c'est une bonne pratique. C'est, je vous montre un exercice, on va le corriger ensemble avec ChatGPT. Allez, on regarde la réponse. OK, bon, ça, waouh, c'est en effet impressionnant. En effet, c'est pas mal. Ça, c'est complètement faux. Regardez, c'est une hallucination. Je vous l'explique. Donc, il développe l'esprit critique. Il montre aussi aux étudiants qu'attention, ces outils peuvent halluciner. Et regardez, là, c'est une approche que j'ai pas en effet enseignée en cours. On va du coup faire preuve de curiosité et on va essayer de creuser, comprendre un peu plus ce que voulait dire ChatGPT sur ce sujet-là. Donc, c'est intéressant comme pratique parce que ça développe justement l'esprit critique, la méthodologie, la curiosité. Et c'est un outil, du coup, qui peut après, quand on est chez soi à la maison, pour côté donc, étudiant, à continuer du coup à développer ces qualités qui sont des qualités purement humaines. Ah, génial, génial. Et il y a, ouais, en fait, finalement, ça peut aussi nous apprendre plein de choses, quoi. Il y a aussi le côté pédagogique, tout en contrôlant derrière les données, mais c'est vrai qu'il y a un côté apprentissage qui est vachement intéressant, quoi. Euh, ok, super. Et le botaniste, du coup, je sais pas si tu vois bien mon écran là, c'est Oui, bon? je vois très bien. Le botaniste du jardin-forêt. Ouais, voilà, je l'ai appelé comme ça. Bon, moi, je m'en sers plus pour moi, hein, je vous avoue, mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut être mis à disposition de tout le monde. Devant la scène, Alors, donc du je te coup, propose de choisir une plante. une plante. Eh bien, écoute, on est dans la région de Plouzac. Tu prends une violette, c'est peut-être original. La violette. La violette, allez, la violette. Alors, je marque la violette, hein. Donc en fait, l'idée c'est que j'ai essayé de le paramétrer pour qu'il me donne les informations dont j'ai besoin, pour pour qu'ensuite on puisse la mettre dans une base de données. Et du coup, le chatbot me dit hein, en fait toutes ces informations, donc les caractéristiques principales, le nombre d'espèces. Et ce que je trouve génial, c'est que mon prompt est assez long, on va aller le voir juste après. Mais c'est surtout que en fait, je peux lui demander hein, à peu près tout ce que je veux, quoi, et puis avoir une fiche vraiment détaillée, extrêmement complète, quoi. Donc violacé, couvre-sol, thérapeutique, alimentaire, Ouais. voilà, partie comestible. Donc la fleur est comestible. Oui. Euh, voilà, même demandé de me donner un goût. Donc bon, ça voilà, les conditions de culture, j'ai noté sur 5 la lumière, l'arrosage, comme ça on peut trier après Mhm. par type de plantes qu'on a besoin aussi dans notre jardin en fonction de Ouais. notre jardin, etc. Et puis des informations complémentaires. Instruction, donc voilà, là je lui dis ce qu'il est. Donc c'est un botaniste spécialisé dans les plantes rares, utiles et comestibles qui maîtrise du coup la connaissance, l'identification des plantes. Voilà, j'ai demandé de faire un prompt une instruction assez complète. Le contexte, donc qu'est-ce qu'il va faire, donc créer une fiche, etc. informative avec toutes les informations. Ensuite, que je cite les étapes à suivre. Donc, et là, bon voilà, je détaille un peu tout ce que j'ai besoin. Et à la fin, je lui demande de vérifier ses sources, justement dans l'idée toujours d'essayer d'avoir un maximum d'être Précision. ouais, Ouais. voilà, d'être le plus juste possible. Et c'est vrai que là, c'est là où je me demandais un petit peu euh, jusqu'où ça peut aller, cette histoire d'hallucination. Bon, moi, l'intérêt que j'ai, c'est que moi, j'ai toutes ces connaissances, j'ai des sites ressources qui me permettent de vérifier en fait les informations. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez impressionnant, je trouve, sur le rendu. Ouais. Donc voilà, voilà mon petit, sachant que j'ai pas de documents, mais qu'on peut charger des fichiers, etc. Euh, voilà un petit peu les instructions.
Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Non, mais c'est très bien. C'est vrai que c'est bien à la fin de demander justement d'aller vérifier sur Internet, parce que il y a deux types de modèles aujourd'hui, les modèles qui sont connectés à Internet et les modèles qui ne sont pas connectés à Internet. Ok, Quand ils ne sont pas connectés à Internet, ils sont plus sujets à hallucination parce qu'ils ne vont pas pouvoir vérifier leurs sources. ok, Ils ont ingurgité tout le web, mais il faut imaginer que c'est comme si tout était mélangé. Et donc, des fois, ils peuvent aller prendre des informations qui ne sont pas forcément de sources très fiables. ok. Donc là, c'est très bien du coup la pratique que tu as pointé du doigt. Et comme tu le dis, des fois, on peut aussi injecter des documents de confiance. Comme ça, on est sûr, en lui disant bien, limite-toi à ce document et ne va pas chercher autre part, que du coup, tout ce qui va recracher, entre guillemets, sera uniquement des informations sur lesquelles vous avez confiance. Donc, on a quand même la capacité, je le disais, hein, voilà, de réduire l'hallucination avec des leviers comme vérifier les sources ou ne s'inspirer que de certains fichiers qu'on lui met à disposition. D'accord. Et là, donc là, tu me conseillerais peut-être de mettre des documents sources en Alors, plus. ça peut être des sites internet, tu peux lister, tu vois, tu peux dire, voilà, moi, j'ai ces 5 sites de confiance où il y a déjà peut-être toutes ces informations-là, qui a déjà des plombs au tech. Et comme ça, tu sais qu'il va sur ces sites-là, qu'il n'y a pas sur un site de particulier sur free.fr et qui est peut-être un peu halluciné lui-même, Ouais, et avec en fumant des plantes. Mais du coup, ça peut aider. Ouais. Tu lui précises de 3, 4, 5 sites sources, tu lui demandes systématiquement d'aller vérifier. ok. Ça peut être ça. Donc vérifie avant des instructions, vérifie sur ces sites Les les informations que informations. c'est ça. Ok. Et peut-être, du coup, ça amène aussi au droit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah oui, de toute façon, ChatGPT, il va sur Si ces Internet. sites sont publics, s'ils sont accessibles, ça va. Il pourra aller que sur des sites publics d'ailleurs. Il ne pourra pas aller dans des sites Oui, privés. en même temps, si c'est public, quoi. C'est public, quoi. Bon, après, rien n'empêche de demander l'autorisation pour des fichiers, peut-être pour intégrer des fichiers, etc. Mais ça, Ouais, j'avais déjà demandé à certaines personnes s'ils sont OK pour ce projet-là, pour intégrer, toujours ouais, essayer de demander bien sûr, les sources. Ouais. les sources. Ok, super. Et ensuite, tu vois d'autres choses à améliorer, parce que je sais qu'il y a plusieurs types de. Bon, on va pas partir sur, parce qu'après ça, on part sur une formation complète, mais. Non, non, mais là, rien que le résultat déjà est très, très impressionnant. Tu Mm, vois, ce qui est difficile des fois dans ces prompts-là, c'est qu'il peut oublier des choses. Là, j'ai l'impression qu'il a été très exhaustif, qu'il n'a pas oublié de points. Donc, c'est mm. aussi un bon équilibre. Il ne faut pas trop mettre d'infos Ouais, parce que le moment, tu peux le perdre. ok. Tu as peut-être justement dû tester, faire plusieurs allers-retours. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu là, il marche très bien. Donc, quand ça marque, au bout d'un moment, Ouais, voilà, il n'y a plus grand-chose laisser comme ça. à Ok, super. modifier. Il y a avec ChatGPT aussi, j'ai l'impression qu'il enregistre les conversations maintenant, il a une fonction mémoire. Il a une fonction mémoire. Alors, il y a deux niveaux d'enregistrement, je dirais. Il y a le fait, je disais tout à l'heure, sur la propriété intellectuelle, le fait qu'il va potentiellement utiliser tes données pour réentraîner le modèle. Et donc, quand on dit réentraîner le modèle, c'est qu'il prend tes données que tu as conversées avec lui et les envoie sur des lignes de clics qui choisissent si c'est anonyme ou pas anonyme, enfin, qui essayent d'anonymiser, quand même, ils essayent d'éviter que tes données personnelles partent là-dedans. Mais voilà, l'erreur est humaine. Du coup, ça, c'est en effet un sujet qu'on peut désactiver si on ne souhaite pas en effet contribuer à l'enrichissement du modèle pour préserver notamment ces données personnelles. Donc, c'est dans les paramètres de confidentialité, dans les gestions des données, on dit je ne veux pas améliorer le modèle pour tous. Oui. Premier point. Et deuxième point, en effet, le sujet de mémoire, c'est en effet, on le voit sur ChatGPT, il y a des fois un petit flag voilà, qui s'affiche. Tiens, tu as dit je m'appelle Luc. Ah, je vais retenir que tu t'appelles Luc. Donc ça, pour le coup, c'est que la mémoire de votre propre assistant, qui normalement, donc, dans les paramètres, il explique que ce n'est pas partagé avec le reste du monde. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir avoir systématiquement, quand on converse avec lui, qu'il puisse avoir tous les éléments de contexte. Parce que des fois, je vais peut-être oublier de dire à un moment que j'ai 38 ans, je vais lui demander un programme de sport. Et il me dit, parce que tu as 38 ans, et puis je sais que tu cours pas souvent, je vais adapter un petit peu ton programme de C'est sport. incroyable. Et au final, c'est pertinent. Mm. Au début, moi, j'étais très réticent à ça. Mais justement, je me suis retrouvé dans certains cas où, en fait, ça s'était activé, je ne sais pas comment, où il a dit, voilà, il a sorti un sujet comme quoi voilà, il s'est souvenu de quelque chose, d'une prise de conversation, et du coup, il a pu être plus précis dans la réponse. Mm. C'est toujours un compromis. Hein. Je donne de la donnée, du coup, c'est plus pertinent, mais je donne moins de données, du coup, je me protège plus, mais c'est moins pertinent. Donc, c'est à chacun, bien entendu, de voir l'équilibre qu'il veut avoir sur ce partage de données. Ok. Ouais, puis ouais, c'est vrai que je le trouve de plus en plus précis, en tout cas, en fonction Ouais. de. Donc ça, c'est intéressant.
Ok, bon, ben super, on a vu le petit cas pratique. On a fait un bon tour, hein, je pense, un peu de tout ce qu'on Ouais, c'était a. super. Ouais, C'était, ouais, non, franchement super. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à le dire du coup en commentaire, etc. À partager un peu vos expériences avec, avec l'IA. Et les petites questions pour finir que j'aime bien aborder, ce sont bah, si tu as des ressources à partager pour que les gens puissent continuer à s'informer, peut-être ce que tu fais toi, tes activités, etc. Mhm. Les plus grands espoirs au niveau de l'IA, les plus grandes craintes, et un petit mot pour les générations futures qu'on laissera. Ok. Voilà. Ok, très bien. Du coup, sur les ressources, moi, je recommande des newsletters. Deux newsletters, je vais vous donner. L'idée, en fait, c'est que là, on parle d'IA générative, mais dans 6 mois, on parlera peut-être d'autres choses. Ça bouge très vite. On est sur des rythmes effrénés. Et c'est important juste de se tenir au courant de ce qui se passe. Et donc, il y a une qui est anglaise, enfin américaine, c'est Futurepedia. Voilà, toutes les semaines, vous avez une newsletter qui vous donne un peu des news sur ce qui se passe dans le monde justement de l'IA et les derniers outils. Et en fait, les derniers outils, ça peut vous inspirer justement à en créer d'autres outils ou trouver des choses qui peuvent venir améliorer votre confort au quotidien ou vous rendre plus productif ou vous inspirer. On parle aussi souvent de gains d'inspiration avec ces nouveaux modèles ou même de levier de monter en compétences, pouvoir atteindre des choses qui vont me permettre de monter en compétences sur un sujet. Donc Futurpedia, il y en a un autre en français, c'est Super Productif. Super Productif, vous tapez ça sur Google. C'est français pour le coup, et c'est pareil, une newsletter par semaine. Ils vous donnent aussi, eux, des techniques sur le prompting. Et voilà, c'est une fois par semaine, donc c'est léger. Autrement, moi, me concernant, je tiens souvent à jour sur ce que je fais sur LinkedIn. Donc voilà, vous pouvez trouver mon profil. On peut se connecter avec grand plaisir. Et je poste une ou deux fois par semaine quelques éléments de mon actualité ou de mes réflexions. Et ensuite, tu m'as dit le pire et le moins pire pour, sur l'IA. Donc moi, mon plus grand espoir, c'est ça que j'aurais pour l'IA. Ouais, admettons, comment tu vois l'avenir finalement de l'IA. euh, Sur un plan positif et pour un plan moins positif. Donc sur le plan positif, c'est en fait, je suis toujours très alimenté par la science-fiction. Donc il y a toujours les grands artistes nous les ont déjà dépeint, les différents futurs. Tu as les futurs un peu utopiques. Enfin, on qualifie comme ça, mais c'est vers ça que j'aimerais tendre, où en effet, la machine permet de désautomatiser nos métiers. En fait, suite à l'ère industrielle, on a automatisé nos métiers, on a tout mis dans des process. Et aujourd'hui, on fait quand même beaucoup, des fois, pour pas mal de nos tâches, un travail de robot. Et donc, l'IA, pour moi, est une opportunité pour venir ce travail de robot, le reprendre maintenant qu'elle est capable de le faire, pour que nous, du coup, on s'élève sur d'autres qualités, capacités humaines, artistiques, créatives. Et donc, voilà, imaginez un futur où l'IA, du coup, est très frugale, très respectueuse de l'environnement et où nous, du coup, on peut passer plus de temps hein, avec notre famille, avec nos enfants, avec nos sociétés locales. Et la machine, du coup, nous libère de tâches chronophages, laborieuses et surtout voilà, robotiques et à faible valeur ajoutée et peu valorisantes pour nous. Et sinon, ce que je crains, c'est les fameuses dystopies en effet hollywoodiennes où voilà, on est en effet esclave de la machine, esclave du rythme qu'elle nous impose, parce que tantôt les outils nous donnent plus de confort, mais c'est plus de confort pour rester dans la course et aller encore plus vite. Et on est pris après dans la routine. Et voilà, c'est un cercle sans fin. Donc, j'ai l'espoir que voilà, on arrive à lever la tête du guidon et qu'on arrive à utiliser intelligemment cette technologie, non pas pour être encore plus productif et encore plus travailler, mais au contraire pour voilà, passer sur de 4 jours, de 3 jours, pourquoi pas, et s'épanouir sur d'autres sujets. ça fait un peu un côté, je trouve, un côté Star Wars avec le côté obscur et le bon côté, quoi. Ouais. Ça fait, ça fait un peu ça. Hein. Essayons finalement d'utiliser l'IA avec ce côté frugal, comme tu l'as expliqué, pour essayer de faire des choses intéressantes pour l'avenir, quoi, finalement. Quoi. Faire les bons choix, ça revient un peu à l'intelligence. C'est essayer de faire les bons choix. Euh, et du coup, un mot pour les générations Ouais. futures. Alors, je vais le piquer de Cédric Villanis, je sais, il a eu deux sorties à la fin d'une vidéo et j'avais beaucoup aimé. Ouais. C'est de constamment d'essayer de rester dans le mouvement. Encore plus pour les futures générations, même nos générations actuelles. Hein. À l'époque, les anciennes générations, elles pouvaient passer toute leur vie voilà, être sur le même métier, sur les mêmes préoccupations, la même routine.
Et aujourd'hui, ben voilà, on est dans une société qui est mondialisée, qui avance vite. Il faut arriver voilà, à être, je pense, continuellement dans le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Voilà, donc c'est le mot que j'aime bien, être dans le mouvement. Le mouvement, super. Bah écoute, c'est parfait. Luc, merci beaucoup. Allez, merci. Et puis à une prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Et puis à très vite. Et vive l'IA, vive les jardins forêts. Merci à toi. Salut! Au revoir.